Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la chance, j'ai l'honneur, je suis bien accompagnée. Je reçois Alain Bernard. Bonjour Malika. Ça va? Ça va, super, merci. Alors, on va te représenter rapidement pour ceux, et je pense qu'ils sont vraiment pas nombreux, qui ne te connaîtraient pas. Tu es double champion olympique du 100 mètres nage libre en 2008 à Pékin et du relais 4 x 100 à Londres en 2012. C'est ça. Après, il y a plein de titres de champion de France, d'Europe et du monde à l'appel, mais je ne vais pas avoir le temps de tous les dire. Et tu as surtout fait partie d'une génération, Laure Manodou, Frédéric Bosquet ou Camille Lacour. C'est la grande génération qui a remis la natation vraiment sur le devant de la scène. Tu as pris tes retraites des bassins à l'issue des JO de 2012. Oui, c'est ça. Mais on continue à te voir sur les grandes compétitions comme commentateur. Oui. J'ai eu la chance d'être, j'ai eu la chance de commenter les jeux, quasiment tous les jeux sur Eurosport, et notamment Paris 2024, qui était une expérience extraordinaire. Voilà, les jeux à la maison. Tu t'es également mis à la politique. Oui, je suis conseiller municipal et maintenant adjoint à la jeunesse à la ville d'Antibes sur un petit clin d'œil et appel de notre maire, Jean Leonetti, que j'apprécie énormément. Voilà. C'était l'occasion de pouvoir finalement faire des choses localement auprès des jeunes. Je suis très tourné vers le partage, la transmission, la jeunesse, etc. Et voilà, c'est une délégation qui me plaît bien. Est-ce que c'est une reconversion à laquelle tu avais pensé pendant ta carrière ? Pas du tout, mais je m'étais dit de manière un peu utopique en disant bon, j'ai la chance d'avoir un nom, d'avoir une notoriété, je vais essayer de faire bouger les choses pour améliorer les conditions d'entraînement des jeunes sportifs de haut niveau, quelque chose dont j'ai eu du mal à bénéficier, et je me suis très vite rendu compte que cet enjeu politique, quel qu'il soit, national ou local, était omniprésent. Et finalement, je ne suis pas forcément resté dans ce côté-là vraiment haut niveau, mais sur le côté partage, transmission. Et notamment, je me fais une cause de l'apprentissage à la natation un peu dans ma reconversion pour qu'il y ait un maximum de jeunes et d'enfants qui sachent nager, parce qu'il y a eu des rapports alarmants sur la recrudescence des noyades. Voilà. C'est vrai que c'est pas obligatoire, enfin, c'est pas quelque chose qu'on doit... En fait, c'est obligatoire dans les textes de l'éducation nationale, mais il y a des territoires où des piscines ne sont pas suffisamment nombreuses et accessibles. Et donc, il y a des jeunes qui passent entre les mailles du filet, qui arrivent parfois sur certains territoires. En entrant au collège, il y a un jeune sur deux qui ne savent pas nager. Et donc, c'est assez alarmant, parce que c'est la première cause de mortalité chez les moins de 12 ans. T'imagines, on est dans un pays civilisé comme le nôtre. En 2025-2026, 1200 à 1300 noyades par an, donc 400 à 450 sans suivre de décès, des choses qui peuvent être évitées. Donc ça m'horripile. En ayant nagé 50 000 km presque dans ma carrière, je ne peux pas concevoir dans un pays comme le nôtre qu'il y ait des enfants, ados ou seniors qui se noient parce qu'ils ne savent pas nager. Cette statistique. Donc voilà, c'est assez alarmant, et je m'engage dans cette cause, dans ma reconversion, à travers la défense d'infrastructures pour les collectivités. Voilà. Et quand on dit nager, c'est quelle nage ? C'est toutes les nages, c'est ne serait-ce que... toutes les savoir ? Non, ne serait-ce que nager, être en sécurité. Après, tu apprends, tu sais, le papillon, dos, bras, scroll quand tu fais du club, quand tu es inscrit en club, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui pensent même savoir nager et en fait qui sont pas forcément à l'aise dans l'eau, quoi. Est-ce que la politique, c'est quelque chose que tu pourrais envisager pour le futur, avec plus de responsabilités encore ? Je ne sais pas. À ce jour, non, c'est encore trop tôt. Je suis encore trop jeune. Je suis un jeune papa d'une petite fille de 3 ans et demi. Donc voilà, j'ai d'autres priorités. Mais oui, et tu sais sport, voilà, tu le sais aussi. Le début, c'est ça. Tout début. C'est ça. Si tu le veux bien, alors on va faire un petit retour en arrière, un petit flashback. Pour commencer, tu as grandi où ? Alors moi, j'ai grandi à Aubagne, à côté de Marseille, le pays de Marcel Pagnol. Je suis né à Aubagne, j'ai grandi jusqu'à mes 15-16 ans à Aubagne, d'où cet accent du fois qui me poursuit un peu. Ça va. Voilà, ça va. Ouais, ça va. Bon. Et après, Marseille, et puis depuis une vingtaine d'années, je suis antibois d'adoption. Tu es allé à Antibes pour la natation ? Oui, j'ai suivi mon entraîneur qui a quitté Marseille, et on était 2 ans avant les Jeux Olympiques de Pékin, et du coup... Il a eu besoin de quitter Marseille et je l'ai suivi. On a atterri à Antibes comme ça, mais c'est vraiment parce que je l'ai suivi à ce moment-là que j'ai choisi. Et après, Antibes. tu as pu lâcher Antibes ? Ah non, après, c'est vraiment le coup de cœur. Voilà, je me sentais extrêmement bien dans cette, à la fois ville moyenne, mais à côté de grandes villes comme Nice, etc. Un super climat. Moi, je suis vraiment méditerranéen, du sud, etc. Et le besoin de soleil, besoin de grand air. Et franchement, j'ai adoré cette ville qui fait aussi... Ouais,
Et c'est ma plus grande fierté aussi finalement dans mon parcours, c'est d'avoir réussi à faire tout ça dans les 200 km de là où je suis né. En fait, même si j'ai bien sûr fait des stages, des compétitions à gauche, à droite, ben, je suis un pur produit, déjà français, mais sud-est, et je suis assez chauvin là-dessus. Ton enfance en Provence, c'était comment? Mon enfance en Provence, c'était une vie jusqu'au CM1, CM2 plutôt studieuse. En fait, j'étais plutôt un bon élève. Je commence à faire de la natation régulièrement à partir de 7-8 ans. Je me fais mes premiers copains vraiment plus dans le sport, dans la natation qu'à l'école. Tu commences déjà à beaucoup nager à 7-8 ans? Ouais, à 7-8 ans, on nage déjà 2 fois par semaine. Et dès 12-13 ans, tu es vite à 5 fois par semaine. Donc tous les soirs de la semaine. Ouais. Voilà, c'est quotidien. Et puis des vacances dans les Hautes-Alpes. On a une maison de famille dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap. Et vraiment le côté nature, campagne. Et là, donc moi j'ai deux grandes sœurs qui sont plus âgées que moi. J'étais assez solitaire parce qu'elles traînaient beaucoup avec leurs copains de leur âge et mes grands cousins qui avaient leur âge. Donc du coup, j'étais plutôt un peu solitaire, voilà. Personne ne voulait du petit. C'est ça, en disant mais non, mais va jouer avec tes trucs et laisse-nous tranquille, etc. Mais finalement, après, je me faisais ma petite vie, etc. Donc à la fois le côté pas forcément grande ville, parce que c'est une ville de 40 000 habitants au Bagne, et le côté un petit peu campagne dans les Hautes-Alpes. Sur chaque vacances et week-end, en fait, on allait là-bas. Tous les week-ends? Ah ouais, vraiment, à l'époque, on partait le vendredi soir, on était à 2 heures de route, on rentrait le dimanche très tard, et c'était notre lieu familial. Donc pas très proche de tes sœurs, finalement, dans l'enfance? Non. Et après, en grandissant? En grandissant, oui. À partir du moment où ma deuxième sœur, la plus jeune des deux, a été maman, en fait, j'ai été parrain de son fils. Donc il y avait une grande différence d'âge? 6 ans et 9 ans. Ok, ouais, voilà. quand même. 6 ans, 9 ans. T'avais quel âge quand elle est devenue maman? Et j'avais 17 ans, parce que je suis devenu parrain de mon filleul, qui a 26 ans déjà cette année. C'est un truc de dingue. Mais voilà, elle a 3 enfants, donc on s'est à la fois rapprochés et en même temps éloignés géographiquement, parce qu'elle habitait dans les Hautes-Alpes. Donc on ne se voyait pas énormément, mais on a toujours gardé cette proximité. Puis toi, tu devais être aussi... très accaparé. C'est le moment voilà, où tu devais être concentré, focus. Très accaparé par le que sport. Pour te voir, c'était un peu plus compliqué. C'est ça. J'étais très égoïste dans cette démarche-là, mais finalement, mes sœurs, mes parents étaient très compréhensifs. Ils m'ont pas mis de pression en disant « mais on ne te voit pas ce week-end, on ne te voit pas ces vacances ». Et ils m'ont laissé voler de mes propres ailes, et en fait, pour ça, je leur dois tout. Ils m'ont jamais mis de pression par rapport à quelconque résultat. Quand j'échouais, ils me disaient « bon, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Ou quand je réussissais, bien sûr, qu'il y avait cette fierté. Et quand je rentre de Pékin en 2008 avec 3 médailles, là, c'est la plus belle récompense que je peux leur ramener, quoi, voilà. Ils se sont dit qu'ils avaient eu raison. Carrément. Peut-être qu'eux, très jeunes, ils avaient senti qu'il y avait ça chez toi aussi. Peut-être, et puis ils sentaient vraiment que c'était une passion et qu'il n'y a rien qu'à 10, 12, 13 ans qui me prédestinait à faire une carrière de nageur de haut niveau. Mais ils m'ont fait confiance. Peut-être le gabarit quand même. Peut-être, même si franchement, tu revois des photos de moi à 13 ans, tu n'aurais pas misé un copec là-dessus, parce que j'étais tout grand, tout maigre, en fait, et j'avais pas du tout de coordination. Mais j'avais cette volonté d'apprendre, de me remettre en question. Je pense que ça m'a... Et tu n'avais pas testé d'autres sports? Alors j'aurais voulu, parce que tu imagines qu'à 10 ans, moi, quand j'ai 10 ans, à Aubagne, donc c'est tout proche de Marseille, tu as l'Olympique de Marseille qui vient de remporter la Coupe d'Europe. Et donc, comme tous les gamins de 10 ans, j'ai envie de jouer au foot, quoi. Sauf que mes parents me disent, ben non, là, tu es inscrit dans ton club de natation, donc finis la saison, on en reparle. Et puis l'année d'après, ils me réinscrivaient et ils m'ont alpagué comme ça, une année, plus une année. Et finalement... Mais c'est eux alors qui avaient envie que tu fasses de la natation au démarrage? Oui, je pense qu'ils préféraient que je fasse de la natation plutôt que du football, en fait. Pourquoi les fréquentations? Peut-être. Et puis parce que c'était plus pratique aussi pour eux, parce qu'on habitait à côté d'une Pour des piscine. questions pratiques. Ouais, voilà, c'était même pas pour des questions d'ambition sportive, quoi. C'est vraiment des questions pratiques. Non, mais fais ça et on verra l'année prochaine. Pauvre Alain. Mais je me suis vengé parce que quand j'étais en âge de passer mon bac, j'ai passé mon bac et j'aurais dit, bon, l'année prochaine, je prends une année sabbatique pour essayer de me qualifier au jeu. Et finalement, j'ai pris un peu ma revanche en disant, j'ai mis mes études entre parenthèses et finalement, je ne les ai jamais reprises parce que j'ai commencé aussi à gagner ma vie grâce à la natation bien plus tard. Mais non. Ouais, mais tu as passé le bac. Après, c'était le minimum syndical. Voilà. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais après ton bac. L'enfance, globalement, pour toi, tu dirais que c'était un souvenir heureux? Oui, il y a forcément ces moments qu'on repense avec nostalgie parce que j'ai de très bons moments, des très bons souvenirs avec mes meilleurs amis et parfois même
ces moments où j'avais l'impression d'être mise à l'écart dans certaines bandes, etc. Tu es un peu un extraterrestre quand tu as 12 ans, 15 ans, que tu nages 2 fois par jour. Tu as tous tes copains qui disent « Allez, viens, on va faire un baby-foot, viens, on va au cinéma, viens, on va faire ça. » Et tu dis « Ben non, je peux pas, j'ai piscine. » Et le fameux « je peux pas, j'ai piscine », il m'a suivi. Donc, tu as l'impression d'être un petit peu en marge de ce mode de fonctionnement global, mais qui est compensé par un épanouissement dans la pratique sportive. Il fallait de la maturité pour déjà se dire ça. Oui, je ne sais pas si c'est de la maturité, mais c'est plutôt un confort social, en fait, même s'il y a un peu un inconfort comment dire, physique, psychologique, parce qu'il faut quand même y aller, il faut aller au charbon, etc. Est-ce qu'il y avait des matins où plein de fois. Où tu dis « Oh, flemme ». Combien de fois? Et tu n'y es pas allé parfois? Ça m'est arrivé très peu. Et d'ailleurs, il y avait, au moment où on part s'entraîner au Cercle des nageurs de Marseille, et là, ma maman était très volontaire. Donc, il fallait être à 6h30 dans l'eau, sachant qu'on habitait à une demi-heure de route. Donc, c'était un réveil qui sonnait à 5h30. Et en fait, on avait un genre de pacte avec un copain qui habitait à quelques centaines de mètres de chez moi, qui, lui, allait être au rendez-vous à 6h du matin, au bout de son chemin, dehors, l'été, l'hiver, sous la pluie, peu importe. Je savais qu'il serait là. Tu voulais pas les planter, quoi. Et en fait, c'était impossible que je le planque. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone en disant « Bon, ouais, ce matin, je vais pas. » Flemme, et donc, finalement, c'était une genre d'obligation et de pacte qui nous a inscrits dans cette dynamique. Et lui, ça a donné quoi après? Eh bien, lui, malheureusement, il a eu des problèmes musculaires. Il a dû arrêter au bout de 2 ans. Mais je le revois encore régulièrement. Et, vous êtes toujours amis? On est toujours amis et je suis le parrain de sa fille. Je suis parrain plusieurs fois. Donc, dis donc, oui, j'ai l'impression que tout le monde te voit en bon père de famille, finalement. J'ai du mal à assumer tous ces rôles-là, mais oui, je suis parrain 4 fois de 4 enfants un peu aux 4 coins de la France. Mais oui, je suis resté très proche de lui. Pourquoi tu as du mal à assumer? Parce qu'une question de disponibilité, d'organisation, j'ai toujours culpabilisé de ne pas pouvoir rendre autant visite à mes cousins, cousines ou amis dont je suis parrain de leurs enfants. Mais voilà, j'assume ce statut. T'as compensé par d'autres formes d'attention? Oui. Que la présence? C'est ça, j'essaye. Est-ce que tu grandissais dans un milieu sportif? Alors, mes grandes sœurs, bien sûr, faisaient de la natation. La plus jeune des deux a arrêté et la plus grande a toujours continué. Attends, elle faisait aussi de la natation parce que c'était à côté de la maison? Oui, et d'ailleurs, figure-toi qu'en 2008, en fait, il renomme la piscine dans laquelle j'apprends à nager, à Aubagne. Il la renomme à mon nom, donc c'est la piscine Alain Bernard. Et ma sœur est toujours maître nageur dans cette piscine-là, depuis laquelle elle a appris à nager assez, je sais pas. Assez, mais elle est bien, cette piscine? Tu sais, c'est une fameuse piscine tournesol. Il y a eu beaucoup de piscines comme ça, un peu en forme de soucoupe volante. De l'extérieur? Oui, tu sais, c'est des demi-lunes et qui a été rénovée. Donc, elle n'est pas forcément extraordinaire. Mais elle fait le boulot, quoi, voilà. Ça m'a permis de découvrir ce sport et de découvrir mes amis. Donc on est d'accord que c'était une vocation pour personne? Non, c'était pas du tout. Mes parents n'étaient pas sportifs pour un brin, voilà. À l'école, t'étais quel genre d'élève? J'étais curieux jusqu'au moment où j'étais pas compris et du coup là je me braquais en fait. J'avais parfois, j'avais plutôt une fibre scientifique que littéraire, besoin de comprendre les choses, donc les maths, la physique, etc. Pas la chimie, mais besoin de comprendre. Puisque j'aime bien ces côtés pragmatiques dans les mathématiques, c'est soit c'est juste, soit c'est pas juste. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans le côté littéraire, j'avais du mal à me retrouver là-dessus. Et donc j'étais assez studieux jusqu'à certains moments où parfois des profs me donnaient des devoirs du jour au lendemain. Je ne les faisais pas parce que j'allais à l'entraînement et parce que j'étais pénalisé. Donc tu imagines entre le moment où ils te donnent des devoirs à 16h, 16h30, tu sors, tu vas t'entraîner 2 heures. Le lendemain, tu te rentraînes 2 heures. Ouais. Tu arrives le lendemain à l'école, tu n'as pas fait tes devoirs, donc tu es pénalisé. Et du coup, je suis pourtant, rentré... il devait savoir... Tu étais en sport-études? C'était en horaire aménagé, en fait. Il devait savoir que tu étais un... Mais certains le savaient, mais certains me disaient « Mais pourquoi tu fais ça? Tu n'y arriveras jamais à rien dans la vie. » Et au contraire... Tu les as recroisés après, ceux-là? Non. Non, mais je pense qu'ils ont dû me voir. Ils auraient pu écrire, faire un mea culpa... Non, après, ils étaient assez peu. Et d'autres, avec des matières littéraires dans lesquelles je n'étais pas à l'aise. Je me souviens d'un prof de français au collège qui était juste génial, qui arrivait vraiment à fédérer toute une classe, peu importe le niveau, à nous considérer. Et c'est là-dessus que je me suis retrouvé avec mon entraîneur, c'est cette considération. J'ai la chance de croiser mon entraîneur à Marseille. J'ai 15 ans, on est en 98. Lui, c'est un jeune entraîneur de 28 ans. On va plutôt matcher sur ses valeurs d'engagement, d'implication, plutôt que de
de dire, bon, lui, il nage vite, donc je vais le coucouner, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi, voilà, cette considération que j'essaie de retranscrire Transmettre aujourd'hui. Tu étais rebelle ou bon élève? Je pourrais être très rebelle et je pourrais être très agité au collège, alors que jusqu'au CM1, CM2, j'étais plutôt un élève modèle. J'ai toujours été deuxième de ma classe. Il y a toujours eu un garçon devant moi. Le même? Du CP au CM2. Le même mec? Premier. Et moi, deuxième. C'est marrant, ça. Qu'est-ce qu'on pouvait lui faire à celui-là? Je sais pas, mais c'était juste qu'il était meilleur que moi, tout simplement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça, je l'ai rarement raconté, mais un cours de natation, on devait être en CM1, CM2. Tu l'as explosé? Alors non, c'est pas que je l'ai explosé, c'est mieux que ça. Enfin, c'est pas mieux, c'est juste une évidence. Mais tu sais, dans les cours de natation, quand on apprend à nager, il y a un endroit de la piscine, des fois, où on a pied, et quand tu t'éloignes, c'est des bassins qui sont en pente. Ouais. Et ce garçon a perdu pied. Et en fait, il a échappé à la vigilance du maître nageur, il était passé sous la ligne, et il commençait à se noyer, quoi. C'est toi qui Et moi, je suis allé le chercher, je l'ai ramené. Mais en fait, et c'est juste une évidence. Et je vais pas dire, je vais le laisser le noyer pour être le premier de la... Franchement, ça m'a pas traversé l'esprit, ça aurait été horrible. Ça a été horrible. Ça me rassure. Mais c'est vrai que cette anecdote, ça m'a marqué, quoi. Parce que je me suis dit, mais en fait, ok, une noyade, ça peut être ça, quoi. Ah non, mais le chiffre, les statistiques que tu nous as donné en introduction, j'ignorais que c'était la première cause de mortalité chez les enfants avant 12 ans. Et entre nous, en 2000, je sais plus, je venais de me qualifier sur mes premiers championnats d'Europe, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Et ben, je pars faire du surf avec des potes dans les Landes. Et bon, Marseillais de base que nous sommes, avec nos planches sur la voiture, on arrive sur la plage, personne, des grandes baïnes, tempête, on se met à l'eau. Et là, j'ai vraiment failli me noyer. Mes copains se sont fait rabattre sur la plage et moi, je me suis fait prendre dans une baïne. Donc, je suis de niveau championnat d'Europe à ce moment-là. Ouais. Normalement, tu sais nager. Sortir de là. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'es vraiment rien du tout face aux éléments, parce que pris dans les vagues, la mousse, etc. Et donc, j'ai accepté de me dire, bon, je prends ma planche, de toute façon, elle ne coulera pas, et j'accepte de me laisser dériver pour sortir à 200, 300 mètres de là où je me suis mis à l'eau, plutôt que d'avoir cette obstination en disant, mes copains, ils sont là, la plage, elle est là. Ben non, au contraire, il faut que j'aille plus loin. Et là, je commençais à boire de l'eau, à stresser, etc. Avoir une petite idée de ce que ça peut donner et une noyade. franchement, je me suis dit, c'est ça mourir noyé, c'est pas possible. Et je te le cache pas, je suis revenu sur la plage, je me suis allongé, j'ai fait toutes les prières possibles. T'as eu la gratitude. C'était pas mon heure, mais franchement, à toi d'être prudent la prochaine fois, quoi. Je crois que tu fais partie de ces nombreux élèves qui ont été victimes de harcèlement. Oui, et c'est vrai que, encore une fois, la période de scolarité au collège, où j'habitais à côté d'un quartier un petit peu sensible, etc., c'était des intimidations, c'était parfois des vols de vélos, du harcèlement comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et pour n'en avoir jamais parlé à cet âge-là... T'as tout gardé pour toi? Je me suis rendu compte que c'est une connerie, ouais. Mais quand on te volait des affaires, ouais, non, tes parents, mais mes parents, je racontais des histoires ou avec mes copains aussi. Et en fait, c'est carrément une connerie. Donc c'est pour ça que dès que l'occasion se présente aussi, j'essaie de dire aux jeunes, il faut en parler à quelqu'un de confiance. N'ayez pas honte, en fait. Et cette honte, en fait, elle doit vraiment changer de camp aussi là-dessus. Ça détruit des... Parce que tu avais honte, parce que tu avais l'impression que tu n'étais pas assez fort pour qu'on s'en prenne à toi? Ouais, c'est ça. C'était comme j'avais pas confiance en moi, j'étais toujours à une attitude un petit peu courbée, je prenais sur moi. Et puis assez rapidement, quand je me suis exprimé dans le sport, en fait, les mêmes personnes que j'aurais pu croiser quelques années plus tôt, ils me regardaient pas forcément de la même façon. Et quand tu dégages une assurance, on a moins envie de t'emmerder, en fait. Oui, en plus, tu étais déjà immense, j'imagine. Ouais, mais j'étais tout grand, tout maigre, donc j'étais pas forcément imposant, entre guillemets. Et puis quand tu te mets à 3, 4, 5 contre un gars, en fait, pour moi, et tu sais pourquoi on te prenait pour cible? On prenait pas forcément moi, personnellement, on prenait des personnes en manque de confiance, je pense. Et tu vois, quand tu te mets à 3-4 autour d'un gars pour lui chourer son vélo ou le harceler, etc., il n'y a aucun courage à ça, en fait. C'est quelque chose qui m'horripile, que l'on peut voir dans la société. C'est des bandes organisées qui s'en prennent à plus faibles. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile, ouais. Comment tu as réussi à faire en sorte que ça s'arrête? Je peux pas dire que j'ai essayé de ne pas y penser, mais en fait, je traînais pas. En fait, dès que les cours étaient terminés, c'était...
un petit sandwich, une petite barre, et je vais direct à l'entraînement, et etc. Et je me défoulais vraiment dans l'eau à l'entraînement. À ce moment-là, la natation, c'était salvateur. Ah, c'était vraiment un échappatoire. Et du coup, je peux comprendre aussi certains jeunes aujourd'hui qui sont pas inscrits dans une association sportive, culturelle, etc., qui n'ont pas un autre centre d'intérêt, mais qui rentrent chez eux avec ça. Et en plus de ça, ils ouvrent le téléphone. Il y a aussi ces harcèlements sur les réseaux. Je peux bien comprendre que c'est très dur à assumer. Et puis, il y a des histoires horribles, en fait, avec des jeunes qui se suicident. Donc, c'est inacceptable. Est-ce que toi, tu avais un prof préféré ou un prof qui t'a marqué ? Ouais, j'ai eu quelques profs qui m'ont marqué, bien sûr. Ce fameux prof de français, dont j'ai complètement oublié le nom, mais je pense que si je le revois, je le reconnaîtrai même des années après. Et oui, des profs qui me considéraient. Et puis surtout, mon prof de natte qui m'a appris à nager. Je l'ai revu il y a quelques années au détour de rendez-vous à La Ciotat. Et franchement, on a eu cette fierté mutuelle de se recroiser de manière non imprévisible, enfin non prévue. Et franchement, ça a été très fort émotionnellement. Tu m'étonnes. T'imagines ? Il a changé ta destinée, donc... C'est ça. Et donc, pour les deux, c'est... Et pour l'anecdote, par exemple, quand un maître nageur apprend à nager, il fait faire des exercices là où il est sûr que les enfants ont pied, etc. Et moi, j'allais tout seul m'aventurer au bord du bassin, dans le grand bassin où je n'avais pas pied, accroché au bord. Et plutôt de venir me gronder, en fait, il m'a encouragé en me disant « Ah, c'est bien, t'as fait ça, mais reviens avec nous parce qu'on est dans le cours collectif, etc. » Donc, c'est plein de petites choses qui font dans la vie, tu te rends compte que c'est pas la régularité des échanges que tu vas avoir quelqu'un, c'est la qualité. Tu vois, il suffit que tu croises quelqu'un qui te dise 2 mots, quelqu'un qui t'idolâtre, etc. Tu vas te sentir exister, voilà. Tu avais besoin de se sentir exister. Ouais. Tu avais besoin qu'on te donne confiance. En fait, c'était plus ça. Est-ce que c'était pas aussi parce que, par rapport à ce que tu as raconté au démarrage, où tu étais un peu tout seul dans la famille ? Un peu solitaire, ouais. Je pense. C'est vrai que cette considération, c'est... en fait, quand on te fait un compliment, tu le prends et franchement, ça te fait grandir, quoi. On ne te valorisait pas alors assez au sein de la famille ? C'est pas qu'on ne me valorisait pas. Après, on n'est pas issu d'une famille bavard. On n'est pas du tout bavard. Pas déclaratif. Non. Je ne sais pas si tu as connu ça ou dans ton entourage ou autre, mais c'est vrai que... Et pour être avec ma femme aujourd'hui, ma femme vient d'un milieu où ils étaient très, très démonstratifs. Donc, il y a alors, un peu... Alors, ça y est, tu l'es devenu ? Franchement, je pense. Non, mais c'est sûr que si tu me vois avec ma fille, je suis un peu gaga. Et puis, j'ai pas envie de corriger ça parce que j'ai ça au fond de moi, en fait. Tu as envie de le laisser s'exprimer, ce que tu n'as pas pu faire avant, en fait, c'est ça. Finalement. Ouais. Non, franchement, et puis j'ai hâte qu'elle grandisse, qu'elle me pose des questions, que je lui apprenne des choses. Et puis, je vois déjà dans son comportement, tu sais, à 3 ans, elle commence à avoir des questions, des remarques, des mimiques. Tu dis, mais c'est dingue, elle va me challenger. Parce que, voilà, avoir une fille, je pense que c'est vraiment magique pour un papa. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une relation extrêmement particulière. Alors qu'elle est à des années-lumière de voir ce que j'ai pu faire dans ma carrière, pour moi, ça paraît vraiment insignifiant ce que j'ai pu faire dans ma carrière sportive par rapport au défi qui m'attend en tant que papa en termes d'éducation. C'est le défi de ta vie, oui. Et je n'essaie en aucunement de le comparer. Et heureusement, je savais très bien qu'en termes d'émotion, ce que je revivrais d'aussi fort après mes titres olympiques, ce serait de devenir papa, quoi. De la rencontrer. Exactement. Donc là, elle est petite, elle est à l'école maternelle ? Elle est rentrée en école maternelle, ouais. Est-ce que... Elle met encore pas la tête sous l'eau à mon grand désarroi. Ah, c'est vrai. Mais faudrait mettre la tête à quel âge ? Non, mais parce que tu sais qu'il y a des enfants bébés nageurs, des tout petits, ils mettent la tête sous l'eau. Commencer les bébés nageurs ? Dès que tu as fini le circuit vaccinal, non, si, des 3... En fait, à partir de 4 à 6 mois, je crois. Tu peux vivre l'expérience. Est-ce que, du coup, ça te fait réfléchir à l'école de demain, l'école pour ta fille, tu la voudrais comment ? L'école et la société en général, en fait. Vraiment, quand on regarde un petit peu le contexte dans lequel on vit, qui est hyper anxiogène, on a envie de les préserver de cette période d'insouciance. Nous, on avait cette période d'insouciance dans nos générations, je ne sais pas, jusqu'à 13, 14, 16 ans. L'actualité...
tes parents regardaient la télé, tu jetais un œil, tu comprenais rien. Aujourd'hui, il y a des enfants à Il y a 10-12 ans qui accès tout de suite aux informations un peu qui ont dures. accès aussi à ces informations. Alors tu parles d'attentats, tu parles de crise, tu parles de plein de choses. En fait, au bout d'un moment, tu as envie de dire, mais il faut qu'on soit capable de les préserver. Et donc, c'est pour ça que je pense que véhiculer ces valeurs du sport et cet héritage que l'on devait avoir de Paris 2024, que l'on n'a pas réussi à avoir, c'est quand même hyper dommage parce que c'était une parenthèse enchantée, les Jeux Olympiques. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas réussi à avoir? Parce que nos instances politiques n'ont pas mis les choses en place pour faire perdurer ces valeurs du sport. Et comme ça dépend d'eux, tu vois, en termes de dynamique. Du sport bien mis en exergue et après, exactement. Ça fait plouf, quoi. Et c'est le job de ce que font les associations, les bénévoles aux quatre coins de nos territoires pour éduquer les enfants par le sport, etc. D'un point de vue national, ça ne s'est pas aussi bien structuré que ce qu'on imaginait. Toi, tu as dit que tu n'as pas fait sport-études, tu as fait horaire aménagé? Ouais, c'était le tout début des sports-études. Tu n'y es pas allé en sport-études? Non, parce qu'en fait, jusqu'au baccalauréat, tu arrives à avoir des horaires aménagés. Il faut savoir que la natation est un sport très chronophage. On nage 20 heures par semaine, 10 entraînements de 2 heures, donc c'est 2 fois par jour, du lundi au samedi presque. Et donc, jusqu'au bac, tu arrives à faire ça. Et en études post-baccalauréat, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a vu des jeunes nageurs partir aux États-Unis, à l'image de Léon Marchand, qui ont tenté cette expérience universitaire où là-bas, le sport est plus considéré, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu as dû te quitter la famille pour t'entraîner? Oui, mais je ne suis pas allé loin. Je suis allé à Antibes, en fait, qui n'était pas très loin, où je pouvais... Mais c'est à quel âge, ça? C'est très tard, en fait. J'avais déjà mon premier appartement, c'était à 22 ans, 23 ans. Ah oui! Mais avant, c'était à 15 ans, en fait. J'aurais pu avoir l'opportunité de partir m'entraîner déjà à Antibes à cet âge-là, mais je n'ai pas eu le courage de partir loin de mes parents, enfin loin, c'est pas très loin, 200 km. Oui, et j'avais besoin de ce cocon familial, de rentrer. Donc t'as pas eu le parcours. J'ai pas eu le choc de séparation. La scolarité qu'ont beaucoup de sportifs où ils partent à 13, 14, 15 ans. Non, t'as pas eu ça. Non. T'as été quand même un petit peu protégé tout ce temps-là. Tu te serais enfin, si t'avais pas été nageur professionnel, t'aurais pensé faire quoi? J'ai toujours eu envie de faire un métier au service des autres. Quand tu es gamin, tu rêves d'être pompier, donc je voulais être sapeur-pompier. Oui, ça arrive souvent. Et puis, moi, j'adore l'aéronautique et je rêvais d'être pilote de chasse. En fait, c'est vraiment un métier que j'adore. Et en fait, on m'a un peu cassé le moral. Tu sais, autour de la 3e, alors on n'avait pas Parcoursup à notre époque, mais... tu avais des trucs d'orientation. Et on t'a désorienté là-dedans. Et un jour, en fait, je tombe sur un gars qui me dit « Oh là là, mais t'arriveras pas, c'est trop dur, faut faire maths sup, faut faire maths spé. » Et en fait, il m'a un peu brisé mon rêve au moment où je m'inscrivais dans ce double projet horaire aménagé. Donc j'ai mis ça de côté en disant « J'y arriverai jamais ». Et j'ai appris bien plus tard qu'il y avait des filières de recrutement sur baccalauréat. Mais sans regret, parce que j'ai pu rattraper en partie mon rêve en passant mon brevet de pilote privé quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai mon brevet de pilote privé, donc c'est pas des avions de chasse. Mais tu pilotes? Mais je pilote et je peux louer un avion à l'heure de vol. Je vais le voler 1 heure, 2 heures, 4 heures, ici et là. Et c'est mon grand rêve que j'ai réussi à réaliser de ce côté-là. Toi, tu as arrêté ta carrière de nageur jeune, puisque tu avais 29 ans. Ouais, c'est jeune pour toi? Pour un sportif de haut niveau, tu peux tirer encore 50 plus? Oui, on peut, Max, mais en fait, le corps et la tête étaient très usés. Parce que c'est exigeant, la natation. Ah oui, c'est... En fait, quand t'es pas bien, t'es pas bien. T'as pas forcément le reste de l'équipe qui peut te rattraper sur une compétition, voilà. Et donc, j'avais aussi envie de passer à autre chose. Et j'ai toujours eu ma motivation, c'était un peu le chrono. En disant, bon, aujourd'hui, je nage tel chrono, et ben, je sais que je suis capable de faire quelques secondes de plus, puis quelques dixièmes de plus. Et à un moment donné, je savais pertinemment que je ne nagerais plus jamais aussi vite. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'arrêter, quoi. Donc, et ça n'a pas été paraît... une décision difficile à prendre? Franchement, non. Ça a même été une libération, quoi. Et tu renages plus depuis? J'étais à la limite du trop-plein et quand je vais nager, je nage 20, 30, 40 minutes. Mais j'ai jamais nagé plus de... Enfin, franchement, ça fait quoi, 2012? Ça va faire 15 ans bientôt, 14 ans. J'ai jamais nagé plus de 40, 45 minutes non-stop. Impossible. Alors qu'avant, je nageais 4 heures par jour. Ouais, mais c'est que tu as été lassé.
Ouais, et puis j'ai la chance d'avoir cette technique, etc. Ça me suffit. J'ai plus de force, j'ai plus d'endurance, j'ai pris du poids. Donc du coup, je me fais plaisir juste en nageant tranquillement. Et j'essaie voilà, de faire un petit peu de sport parce que je suis assez gourmand. J'aime bien manger, bien boire. Et donc j'essaie de faire du sport pour compenser ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, d'avoir la santé pour faire tout ça, franchement, parce que j'ai la chance d'avoir une vie trépignante. J'adore ce que je fais, même si c'est incertain. D'une année sur l'autre, je me remets beaucoup en question. Mais voilà, j'ai hâte d'accompagner ma fille et de transmettre, de partager auprès de jeunes générations, voilà. Merci De me Alain sentir utile. de nous avoir accordé ce temps. C'est déjà la fin de l'émission. Je suis très bavard, désolé. Non, c'était agréable. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.